Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Heureux de vous retrouver après la trêve estivale. Bonsoir, c'est Hassan Rachir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons parler ce soir d'un sujet qui nous est familier, les Marocains. Mais les Marocains, nous ne savons plus ce qu'ils sont devenus. Ils ont beaucoup changé. Le Maroc change, les Marocains aussi. Plusieurs études leur sont consacrées à la société marocaine. En particulier, une étude sur les valeurs. C'est Hassan Rachir. Vous connaissez bien cette étude pour avoir été le rédacteur de la synthèse. Je l'ai parcourue avec attention et j'ai été frappé par certains chiffres, certains résultats éminemment contradictoires, paradoxaux. Je prends un pour attaquer notre entretien. Les Marocains sont à 74% favorables au dialogue quand il s'agit de l'éducation des enfants. Mais les mêmes sont à 79% favorables, trouvent naturel, que la femme obéisse d'une manière absolue à son mari. Donc deux chiffres, dialogue quand il s'agit des enfants, c'est intéressant d'en parler, nous sommes en pleine rentrée scolaire, et obéissance absolue de la femme à près de 80%. Votre commentaire? Bon, d'abord, en bon marocain, je vous remercie. Et puis, oui, ça peut paraître paradoxal quand on analyse et quand on compare les valeurs en faisant abstraction de leur contexte, en faisant abstraction des situations et en faisant abstraction des relations de pouvoir. Hommes et femmes, c'est une relation de pouvoir entre des gens qui sont censés être égaux, alors que le rapport parent-enfant, c'est un rapport qui est un rapport inégalitaire, un rapport également de pouvoir, mais un rapport où le père et les parents peuvent décider. Donc, le paradoxe est le suivant, c'est qu'il y a beaucoup de changements au niveau du discours sur l'enfance, au niveau du discours, notamment le discours scolaire, sur la punition. Depuis les années 60, 70, il y avait quelques velléités d'interdire les punitions corporelles. Donc ça, c'est plus ancien que le discours sur la non-violence à l'égard de la femme, sur l'obéissance de la femme. Donc il y a les deux... Ça ne surprend pas? Si, c'est pas surprenant si on les met dans leur situation. Bien sûr, c'est toujours paradoxal. Pourquoi les mêmes gens, disons, adoptent et approuvent deux valeurs qui sont contradictoires. L'une moderne et l'autre très archaïque. Et l'autre traditionnelle. On va sans doute rencontrer cette contradiction ou ce paradoxe tout au long de notre entretien. Mais avant d'aller plus loin, ce serait intéressant et utile d'expliquer cette enquête qui a été menée il y a quelques années sur les valeurs. Comment vous avez travaillé? Alors, d'abord, il faut signaler que c'est une première au Maroc. C'est la première enquête nationale sur les valeurs. Et nous avons travaillé en équipe dans le cadre du rapport du cinquantenaire de l'indépendance du Royaume du Maroc. Nous avons travaillé en équipe et le problème s'est posé quand les gens voulaient comparer, disons, le passé, l'avenir, au niveau culturel, au niveau idéologique, etc. Et donc, ce qu'il y avait, c'est que des stéréotypes. Et petit à petit, le comité directeur, le comité scientifique, le comité directeur ont jugé utile qu'au lieu de se baser sur des stéréotypes sur ce que sont les Marocains, les valeurs de Marocains, de faire une enquête. Vous l'avez fait sur un échantillon national? Sur un échantillon national qui a couvert toutes les régions du Maroc, c'est un peu plus de 1000 répondants, et sur 6 critères, le sexe, le rural, urbain, les métiers, l'âge, donc toutes les couches sociales. Mais c'est quoi les valeurs? Donc, toutes les couches sociales sont représentées. De façon très simple, les valeurs, c'est le domaine du préférable, c'est le domaine de l'idéal, c'est ce que les gens préfèrent collectivement, mais ces préférences-là, ces préférences collectives sont des préférences normatives, c'est-à-dire que vous devrez, par exemple, aimer votre patrie, vous devrez aimer votre religion. Mais vous pouvez choisir avoir des goûts pour tel ou tel film. Ça, c'est à la limite individuel, personne ne vous oblige à aimer le théâtre, à aimer la musique, etc. Mais par contre, la valeur patrie ou la valeur nation, c'est une valeur parce que vous n'avez pas... Il y a le degré, disons, un degré de contrainte. Mais il n'y a pas aussi un facteur liberté qui est essentiel?
On choisit des valeurs quand on a le choix. On choisit des valeurs et dès qu'on parle des valeurs, c'est qu'il y a des choix. Il y a une diversité. Il y a une diversité et là où on ne parle pas de valeurs, on peut parler d'une culture autoritaire, etc. Donc, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est que imaginez un enseignant qui doit donner 10 sur 10 à chaque fois, donc à qui on oblige. Donc, s'il n'y a pas de variation, si les gens ne peuvent pas choisir, s'il n'y a pas de diversité de valeurs, on ne peut pas parler de valeurs. On peut parler à la limite de culture. Alors, l'enquête a porté sur différents domaines, famille, tradition, religion, politique. On va attaquer directement la famille. J'étais frappé par quelques chiffres encore. Dans le choix du conjoint, j'ai constaté que la femme à la campagne peut choisir son conjoint à 60%. C'est-à-dire, dans les campagnes marocaines, on accepte que la femme choisisse son conjoint avec une forte majorité, c'est-à-dire 60%. Vous n'avez pas de commentaire sur ce chiffre? Alors, bon, ça suppose une grande évolution de la campagne. Une évolution de la campagne, c'est 60%, et puis c'est autour de 74% au milieu urbain. Donc il y a toujours une différence de 14 points. Pas toujours dans le même sens. Pas toujours dans le même sens, mais ce qui est surprenant, ce qui nous a surpris, toute l'équipe, c'est que l'écart entre le rural et l'urbain devient très faible. Donc il n'y a plus une opposition, disons, franche, une opposition claire entre les représentations, les valeurs rurales et les valeurs urbaines. Et donc, bien sûr, il y a la scolarisation, il y a disons, plusieurs processus qui expliquent ce changement. Mais c'est toujours au niveau des attitudes et au niveau des valeurs. Donc, comment les choses se passent, ça c'est une autre Toujours question. En ce qui concerne le choix du conjoint, les qualités qu'on exige de l'homme, en priorité, c'est le marcoul, c'est-à-dire le sérieux, le raisonnable. Ensuite, en ce qui concerne la femme, là on est sans surprise, on exige la principale qualité, c'est l'hadaga, c'est-à-dire l'absence de paresse. Marcoul aussi. Marcoul aussi. Marcoul aussi, vient en premier. Marcoul vient en premier pour la femme aussi. Pour les deux. Pour les deux. Mais, la surprise, la religion, le facteur religieux, tombe à 13%. Ce n'est pas une qualité qui est exigée. Oui. Donc pour l'homme, c'est le marcoul et pour la femme. La différence, c'est que pour l'homme, il y a le revenu stable, en deuxième lieu. Qui est très important. Très important. Il y a la pratique religieuse en troisième lieu. Mais elle est à 13%. Elle est à 13%, en tant que première qualité exigée. Pour la femme, c'est l'hadaga, qu'on peut traduire... La vivacité. Voilà, une vivacité mentale et physique, etc. Et puis vient la famille, l'origine de la famille, enfin l'origine familiale. Pour la femme. Mais pas pour l'homme. Et la pratique religieuse vient en quatrième lieu. Ce qui est essentiel pour l'homme, c'est le boulot. Revenu stable, ma'akoul, revenu stable, pratique religieuse en troisième. Mais disons les deux. Et quelque chose d'extraordinaire, la beauté, physique, 11%. C'est 11%. On tombe des nues. Il faudra faire une autre enquête sur ça, sur la hiérarchie des qualités. Voilà une enquête qui est censée être un diagnostic, une cartographie relativement grossière, il faut l'admettre. On n'était pas ambitieux sur ce point-là, enfin pas trop ambitieux. Et donc voilà, on croyait que la beauté physique était une valeur dans le choix de la femme. Et on découvre que non. L'enquête révèle que non. Un autre chiffre étonnant pour la campagne, la famille nombreuse, c'est-à-dire le choix d'une famille nombreuse, à la campagne, on est seulement 36% à le vouloir. Oui. Alors qu'on croyait qu'à la campagne, on privilégiait la famille nombreuse. Oui. Là aussi, il y a un grand travail depuis les années 60. C'est là où il y a un travail de l'État, un travail des institutions publiques, un travail des hôpitaux, le planning familial, et où il y a un travail... Il y a des résultats. Il y a des résultats. Et depuis les années 60, et bien sûr, le rural était ciblé, était plus ciblé que l'urbain. Toujours dans le mariage et le choix du conjoint, la mixité, le mariage mixte est banni. La majorité des Marocains sont contre le mariage mixte. 90, 80. Oui, banni, je trouve il n'est pas choisi, c'est pas le bon mot. Pas le bon mot, mais c'est un peu fort. En tout cas, 90% n'approuvent pas. N'approuvent pas. Bien. La mixité. Mais là, on tombe sur un détail. La fille peut très bien épouser un étranger, dès lors qu'il se convertit. Non musulman, voilà. Non musulman. Oui. Et on trouve un chiffre ahurissant, parce qu'il est très fort, 69%. Donc on veut bien, on est contre le mariage mixte, mais on veut bien que la fille épouse un étranger
pour peu qu'ils se convertissent. Oui, oui c'est deux logiques différentes. C'est deux logiques différentes et deux situations différentes. C'est à cause de l'immigration? À cause de l'immigration. C'est deux logiques différentes. L'intérêt de l'étude des valeurs, c'est qu'on ne peut pas, il n'y a pas une valeur qu'on peut juger, qu'on peut évaluer dans l'abstrait. C'est toujours par rapport à une situation, par rapport à une logique, par rapport à l'histoire même de la valeur elle-même. Donc on voit bien, pour la famille étendue et pour la famille nucléaire, les Marocains optent pour la famille nucléaire parce que depuis les années 60, au moins depuis les années 60, sinon même avant, les gens ont appris à vivre, ou au moins à préférer vivre en famille restreinte. Et donc, la famille étendue, qui reste encore une valeur, n'est pas approuvée par au moins 75% au niveau national, pour l'échelle nationale. Une autre surprise, là je fais une digression vers le politique, c'est les femmes et la politique. Les Marocains sont prêts à voter à 82% pour une femme, mais quand on leur demande est-ce qu'ils imaginent qu'une femme soit députée, le chiffre tombe, ils ne sont que 13%. Votre commentaire? Alors là également, le vote pour les femmes, c'est pas ancien. Disons, la première femme élue, c'est les années 90. Là, il n'y a pas encore un travail. La culture politique change au niveau des valeurs abstraites, au niveau des principes, au niveau des attitudes générales, ça change. Donc les gens trouveraient un peu obsolète, réactionnaire, qu'ils disent « je ne veux pas voter pour une femme ». Mais dès qu'on dépasse ce stade-là, dès qu'on dit bon, pour tel ou tel poste, pour tel ou tel métier, à ce moment-là, on revient à une hiérarchie qui est beaucoup plus favorable pour les hommes que pour les femmes. Que ce soit pour le métier, pour l'élu, pour ministre, etc. Par contre, pour l'enseignement et pour la médecine, enfin, tout ce qui est paramédical, les gens sont, disons, majoritairement pour... Vous ne diriez pas qu'il y a une schizophrénie marocaine? Non, mais une incohérence? Non, je n'utilise pas ce mot, je ne l'utilise pas. J'essaie tout simplement de dire en quoi les gens peuvent être pragmatiques et peuvent répondre à des situations. Et évoluer. Ça peut être schizophrène quand on utilise de façon transversale les valeurs sans tenir compte des situations et des contextes. Mais dès qu'on met la valeur elle-même ou les valeurs dans leur contexte, dans leur trajectoire historique, on comprend pourquoi il y a telle approbation ou telle désapprobation pour telle valeur. Donc schizophrénie, je ne pense pas, c'est que pour chaque situation, nous-mêmes, selon les situations, on a un discours qui n'est pas toujours le même. Avec mes étudiants, je peux faire un discours relativement rationnel, etc. Mais dans ma famille, je ne vais pas utiliser le discours. Je n'aime pas le bleu ou le rouge, mais j'aime le bleu pour une cravate et le rouge pour ça, la voiture, etc. Ça, c'est mon exemple préféré. On ne peut pas aimer une couleur. Hein, ça devrait être absurde, parce que si quelqu'un vous dit « j'aime le rouge », tu lui dis « est-ce que tu peux porter une veste rouge ?» Il va te dire non. Enfin, probablement non. Ou des chaussures rouges. Donc, quoi qu'il aime, bien sûr, le rouge, mais il l'aime dans une situation bien déterminée. Et donc, c'est comme pour les couleurs. Donc, il est très difficile, ou même pour la musique, etc., et pour d'autres goûts. Donc, c'est par rapport à des situations. Les gens, s'il y a des noces, il faut pas, même s'il aime le jazz, il ne va pas opter pour le jazz. Parlons des traditions. Alors, les deux notions essentielles en ce qui concerne l'analyse de la tradition dans cette étude, c'est le kelma et le niya. Oui. Kelma, c'est la parole donnée, et niya, c'est, disons, la confiance. Alors, le kelma et niya sont en recul. Si j'ai bien lu, 27% seulement accordent de l'importance à kelma, à la parole donnée, et 31% à la confiance. Oui. Là, la question n'était pas directement sur la valeur traditionnelle. On ne leur a pas dit est-ce que vous approuvez des génies ou pas. Les situations. Voilà. Mais est-ce que vous trouvez que les Marocains ont encore la niya? Est-ce que vous trouvez que les Marocains respectent encore la parole donnée à quelqu'un? Et là, c'était moitié-moitié. C'était 50% pour les deux. En gros, ce n'est pas la peine de citer les chiffres exactement. 50% trouvent que les Marocains ont perdu la niya et 50% trouvent que les Marocains ne respectent pas la parole donnée.
Donc ce n'est pas est-ce qu'ils valorisent la parole donnée ou la nia, la question n'est pas sur la valeur, mais sur la pratique de la valeur. Est-ce que les Marocains, dans leur pratique quotidienne, respectent ces deux valeurs-là? Et quand on pousse plus loin, pour la confiance et la méfiance, on a 29% qui ont tendance à être confiants, Oui. et on a 65% Oui. qui privilégient la méfiance ou la défiance. Oui, oui. Dans les affaires, oui. Et donc les relations traditionnelles de confiance ont tendance à péricliter. Oui. Comment vous l'expliquez? Maintenant, il faudra peut-être faire la nuance que même dans des situations traditionnelles, il y avait de la défiance. Et je l'explique de la façon... Au marché. Au marché. Je l'explique de la façon suivante. Chaque fois qu'il y a des relations personnelles, des relations de connaissance, la confiance peut s'installer. Chaque fois qu'on est dans des relations impersonnelles, des relations anonymes, dans un marché, dans une joutilla, peu importe, à ce moment-là, c'est la défiance qui est. Maintenant, vous avez dans les situations traditionnelles les deux. Et tout dépend de la situation. Est-ce que ce sont... Exemple, le bazar. Le bazar, le souk, c'est le lieu du marchandage. C'est le lieu où chacun peut se faire avoir. Et c'est le lieu où l'information n'est pas crédible, ni sur le poids, ni sur le prix, ni sur la qualité, etc. Donc c'est le royaume de la méfiance. C'est le royaume de la méfiance. Et dans certaines situations, dans la majorité des situations, les Marocains recourent soit à la connaissance, soit aux parents, quand il s'agit d'acheter des choses un peu de valeur et chères. Donc, ils recourent à des relations personnelles, les parents, pour ne pas se faire... Contrebalancer. Voilà, pour ne pas se faire avoir. Donc ça, c'est des situations impersonnelles anonymes, et on y part en recourant à des relations personnelles. Mais même dans les situations maintenant modernes, donc je donne souvent l'exemple du marché d'occasion, enfin de voitures d'occasion, et du marché de voitures neuves. Ce sont deux situations différentes. Dans le marché d'occasion, c'est la méfiance qui règne. La voiture peut être accidentée, on peut truquer le moteur, etc. Et là également, vous avez deux solutions. Soit une personne qui s'y connaît, soit une personne qui connaît le vendeur, soit maintenant l'institutionnalisation du secteur. C'est-à-dire... L'assurance. Voilà. C'est-à-dire, je connais la personne parce qu'il a un garage, parce qu'il peut me certifier ou me donner une garantie d'une année que la voiture correspond aux qualités requises. Donc, la question n'est pas tradition et modernité, la question c'est de savoir, parce que maintenant, la confiance est une valeur de la modernité. Il n'y a pas de capitalisme sans confiance. Voilà, pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait politique, il faut qu'il y ait de la confiance. Mais il n'est pas basé sur les relations personnelles, mais sur des relations institutionnelles. Le clientélisme, si vous permettez, dans les pays comme les nôtres, il est dû au fait que les gens n'ont pas confiance dans leur institution. Ils ont confiance dans le chef de telle tribu, le chef de tel clan, le chef de telle confrérie, le chef de tel quartier, etc. Et donc, mais s'ils avaient confiance dans les institutions, le clientélisme baisse. Et le clientélisme n'est fort que dans les pays où les institutions ne sont pas assez fortes. Ne sont pas assez fortes et n'inspirent pas confiance aux gens. Il y a un domaine où la modernité s'affirme clairement, c'est la maladie. Devant la maladie, la tradition s'effondre. Alors les chiffres sont très parlants. Vont chez les médecins 46%, utilisent la médecine traditionnelle 25%, le pharmacien 24%, bien sûr, ziyara, c'est-à-dire la visite d'un marabout, 2%. Et donc on a une forte majorité, 72%, qui privilégie la modernité parce quand il y va de la santé. Là également, on risque de me répéter, c'est le travail du nationalisme, le travail de l'État indépendant, le travail de l'école, etc., qui sont sur ce point-là modernistes. Mais on ne s'y attendait pas. On s'attendait à ce que la tradition soit encore forte. Sur la médication, non. Ah bon. Sur d'autres points, oui. Moi, je m'attendais à des chiffres similaires. Bon, je n'avais pas des chiffres exacts en tête, mais je m'attendais à un recul de la médication traditionnelle. Mais dans les années à venir, la médication traditionnelle va
disons, s'envelopper, on va être enveloppé dans un discours moderne, homéopathie ou autre chose, etc. Et on va la retrouver. Comme on la retrouve dans d'autres pays maintenant, modernes, etc. Donc, mais comment vous expliquez que la sorcellerie ou Sihur, ou la magie, magie noire ou magie blanche, le mauvais œil, etc., continue de sévir? Le Maroc passe pour être le royaume de la sorcellerie. il n'y a pas de concurrence. Vous savez, pour qu'il y ait des valeurs, pour qu'il y ait des croyances, pour qu'une croyance, disons, périclite ou régresse ou peu importe, il faut qu'il y ait une valeur concurrente. La famille, pour la famille étendue, la famille nucléaire est là, la famille restreinte est là. Et donc les gens ont le choix entre la famille étendue et la famille nucléaire. C'est pas incompatible. Oui, On va chez le médecin oui. et on va chez Chouafa pour le mauvais œil, Ah, là, contre le mauvais œil. là, c'est d'autres situations. Il y a des situations où la médecine, disons, la médecine ne peut pas apporter des solutions pour les gens. Donc, moi, je m'amuse toujours à dire aux gens, bon, si tu te réveilles, enfin, si on se réveille un jour, on a une crevaison à 8 heures, et puis on vous annonce une mauvaise nouvelle, votre fils s'est cassé la jambe, et puis à 4 heures, c'est quand il y a des circonstances qui font qu'il y a beaucoup de malheurs qui s'abattent sur vous, à ce moment-là, on est dans la métaphysique. On est dans qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vu le matin, etc. C'est-à-dire on est moderne dans telle situation, on est archaïque dans telle autre. Il y a des situations. Maintenant, la solution dans la philosophie moderne, dans les conceptions modernes, c'est le hasard. Mais le hasard n'explique pas tout. Pourquoi vous n'avez pas eu de... Pas vous, mais pourquoi on n'a pas eu, disons, de la chance de se marier tôt, pour les filles. Si une fille, au bout de, je ne sais pas, au bout de 3, 4, 5, 6 essais de mariage, ne se marie pas, il va se douter. Et il n'y a pas une explication moderne pour cela. Vous ne pouvez pas l'expliquer de façon moderne. Comment vous expliquez que le Maroc soit perçu comme le pays de la sorcellerie? Ça, c'est un mythe ou c'est une réalité? Moi, je dirais un stéréotype. Mais pour moi, un stéréotype n'est pas forcément faux. Il est un peu exagéré. C'est vrai que par rapport à l'Algérie, par rapport à la Tunisie, par rapport à plusieurs pays arabes, on exporte, pas des sorciers, mais disons des gens qui ont recours à un savoir ésotérique. On peut appeler en ça... Tunisie, ils sont célèbres. Ils sont très célèbres, surtout du Souss. Ils sont très célèbres. Ils viennent du Souss. Mais bon, c'est pas des sorciers. Bon, ils ne se définissent pas comme des sorciers. Ils se définissent comme des savants. Comme des savants, des savants qui ont un savoir ésotérique et qui peuvent influer sur l'amour, sur des choses que les gens ne maîtrisent pas. C'est-à-dire l'amour, les richesses, les calamités, les malheurs, etc. Alors passons aux choses sérieuses, la religion. Ah, c'était sérieux aussi. La prière. Oui. Dans cette étude, la prière est très prisée. Les chiffres sont très, pas étonnants, mais réjouissants. 72% de Marocains prient régulièrement. 14% irrégulièrement, ne prient pas 14% seulement. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si c'est étonnant ou pas. Parce que c'est toujours c'est étonnant par rapport à quoi. C'est comme c'est la première étude. Comme c'est la première étude. Mais on croyait que la foi était en recul, etc. C'est pas le cas. On sait pas. On ne sait pas. On ne savait pas. Donc il n'y avait pas d'études. Il y avait quelques études partielles sur les étudiants que nous avons faites dans les années 90 avec Rahma Bourqiya, Mokhtar Larras et Mohamed Laïadi. Mais sur les étudiants. Donc on a un peu une idée sur ça. Mais c'était... C'est là où il y avait un recul. Oui, là, mais c'était à 60%. Les étudiants, c'était à 60% qui priaient. Maintenant, la prière est une valeur. Au Maroc, la prière est une valeur, c'est certain. Mais il serait intéressant, c'est ce qu'on a fait dans une étude ultérieure avec Mohamed Laïadi et Mohamed Tozi, l'islam au quotidien. On n'a pas posé uniquement une question sur la prière, mais une quinzaine de questions sur la prière. C'est-à-dire les prières surrogatoires, sur l'aube, est-ce qu'on prie à l'aube ou pas? Est-ce qu'on prie à l'aube, est-ce qu'on prie à temps, etc., etc. Et c'est là où il y a les variations. Les variations les plus intéressantes, ce n'est pas entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, mais au sein de ce bloc des 72%, comment les gens pratiquent la prière. Par exemple, la pratique de la prière en assemblée est relativement plus faible.
Et donc, 50% des gens qui prient ne prient pas régulièrement en assemblée. Mohamed Tozi dit volontiers les Marocains ne sont pas bigots. Ils sont pieux, mais pas bigots, pas démonstratifs. Il faudra lui poser la question parce que à partir de cette c'est à partir de cette étude. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça de façon rapide. Oui, on peut dire ça. Mais il y a aussi un détail. Parmi les 14% qui ne prient pas, la campagne et la ville sont inversées. Oui. À la campagne, on est 19% à ne pas prier. À la ville, on est 11%. C'est-à-dire c'est à la campagne qu'on prie moins. Ça, on peut parler de surprise. Ça, on peut parler de surprise. J'ai travaillé sur la campagne depuis 1980. Et pour moi, que ce soit pour la prière individuelle ou pour la prière communautaire, parce que c'était également une autre surprise dans notre étude ultérieure, que la prière communautaire est beaucoup plus faible en milieu rural qu'en milieu urbain. Alors que tout se prête pour que la prière communautaire soit beaucoup plus fréquente en milieu rural. Le temps est clément, les gens ont le temps d'aller prier parce que le rythme de la vie agricole, etc., n'est pas celui de la ville. Et puis la mosquée est proche de la maison, il y a la majorité. Et pourtant, et ça je n'ai pas une explication. Et il faut faire d'autres études. Il faudra. Et là c'était surprenant. Je ne comprends pas pourquoi le rural est en régression par rapport à ça. Il y a des stéréotypes, les ruraux sont irréligieux, ne respectent pas la... Mais ça, je n'y crois pas. Ça date. Le ramadan ? Oui. On n'a pas posé de questions sur le ramadan. Pas dans les valeurs, mais dans votre étude ultérieure de 2007. Pas sur le ramadan, mais sur le jeûne. Pas le jeûne de ramadan, mais disons les pratiques surrogatoires. Donc le jeûne du deuxième jour après la fête de la rupture du jeûne. Et puis il y a le jeûne, disons, beaucoup plus exigeant. Ça, on peut parler de la piété, c'est les gens qui jeûnent le lundi et le jeudi, mais chaque semaine. Et là, le pourcentage c'est 5%. Donc ils sont pas assez nombreux. Mais on n'a pas posé la question sur le jeûne, mais il y a une autre étude qui a posé la question sur le jeûne. Sur le ramadan. Sur le ramadan. C'est l'enquête de l'Économiste 2006 sur les jeûnes. Et c'est 99% des jeunes qui jeûnent. Qui jeûnent vraiment ou qui disent jeûner ? Enfin, qui disent jeûner, parce qu'on ne peut pas... qui disent jeûner, je pense que... La grande difficulté, c'est qu'à chaque fois, on nous reproche que dans des situations d'enquête, les gens peuvent ne pas... Oui, mais il y a des questions. Il y a beaucoup de questions, Et puis, il y a d'autres enquêtes, on peut comparer les chiffres entre les enquêtes, et souvent, les chiffres sont proches. Donc, il n'y a pas un grand écart entre les différentes enquêtes concernant, disons, la même question et la même pratique. Mais le signe distinctif de la foi au Maroc, c'est la prière ou le jeûne ? Le signe distinctif, c'est la prière. On croyait que c'était le jeûne. Mais le signe distinctif, c'est la prière, mais les répondants, en tout cas les enquêtés, trouvent on tolère davantage, disons, le fait de ne pas prier que le fait de casser le jeûne. Le jeûne est plus social. Oui, mais dans l'enquête qui est beaucoup plus détaillée, la deuxième enquête avec Mohamed Al-Ayadi et Mohamed Tozi, là il y a, disons, il y a plusieurs situations. Et donc on peut comparer. Alors que dans cette enquête-là, la question est posée uniquement sur telle ou telle question. Mais on n'a pas le temps d'aller dans le détail de cette enquête. On va passer à la politique. Là, l'information la plus importante, c'est l'adhésion aux partis, aux syndicats, aux associations. Et on tombe des nues. On croyait que les Marocains étaient politisés, s'intéressaient à la politique, etc. Et on découvre, pour l'adhésion, 2% seulement adhèrent aux partis, 2% seulement adhèrent aux syndicats, et pour les associations, 7%. C'est ahurissant. J'ai une autre explication pour cela. D'abord, la première, c'est comme on n'avait pas d'enquête, donc on savait rien. Et donc l'enquête était venue pour dire, bon, arrêtons, il y a des stéréotypes, on croyait des choses, mais maintenant, les 1000 sur les 1000, il faudra pas oublier, il faudra rappeler
aux gens qui nous regardent qu'il y a 36% de femmes au foyer. Et que sur les 1000, ce n'est pas des gens, c'est pas des citadins, ce n'est pas des intellectuels, ce n'est pas des jeunes, etc. Oui, mais c'est le reflet du Maroc. C'est le reflet du Maroc. Et donc, est-ce que tout le Maroc était politisé ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'une partie des citadins était politisée ou pas? On n'en sait rien. Maintenant, ce qu'on sait à partir de cette enquête et à partir d'autres enquêtes, c'est que l'adhésion, vous avez 2% d'adhésion, vous avez 82% d'inscrits dans les listes électorales, 75% qui ont voté à l'époque, ça c'est pour 2004, fin 2002, c'est pour 2002. Mais le critère, je pense le critère ou l'entrée la plus intéressante, c'est concernant la connaissance politique, concernant la culture politique. Alors là, on tombe encore... Voilà, c'est ça le critère le plus important. Et là, on tombe sur une donnée énorme. Oui. 40% ne savent pas de quoi il s'agit. Oui. Vous appelez ça incapacité. C'est pas qu'ils n'ont pas d'opinion. Oui. Expliquez ce que c'est que l'incapacité. Alors, ou l'incompétence. Les gens ont des opinions sur la famille. D'accord ? Ils ont des opinions sur la religion. Ils ont des opinions sur les loisirs, sur le travail, etc. Et ils n'ont pas d'opinion sur la politique. Quelque chose comme 40%... Voilà. C'est pas leur monde. Oui, quelque chose comme 40% ne savent pas évaluer et dire quelque chose sur le Parlement. Alors qu'on sait qu'à la limite, le sens commun peut dire le Parlement c'est mauvais, c'est bon, etc. Non. Mais encore une fois... Ou la gauche et la droite. La gauche et la droite, donc on a trouvé quelque chose comme 40%, 50% qui n'arrivent pas à se situer ni à droite, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est. La notion ne dit rien. La notion ne dit rien. Donc, admettons, ça on peut dire, ça c'est intellectuel, c'est pour les jeunes citadins, etc. Mais évaluer le Parlement, évaluer le gouvernement, évaluer des institutions publiques qui sont là, dans les téléjournaux, etc., ne pas pouvoir les évaluer. 50% qui n'arrivent pas à situer, à évaluer les régimes démocratiques dans le monde arabe. Donc, il y a un déficit de culture politique qui est frappant. L'explication, c'est qu'il n'y a pas d'opinion publique, tout simplement. L'explication pour qu'il y ait, voilà, l'explication pour qu'il y ait opinion publique, pour qu'il y ait, il faut qu'il y ait des acteurs politiques qui ont le souci de diffuser leur culture et leurs idéologies politiques. Il n'y a pas ce souci-là. Quels sont les créneaux? Est-ce qu'on peut décrire quels sont les créneaux à travers lesquels les partis politiques, le gouvernement, en dehors des masses médias, à travers lesquels ils passent leurs opinions, leurs idéologies, mais de façon régulière, en dehors des campagnes électorales. Il n'y en a pas. Vous pouvez habiter un tel village ou une telle ville, vous ne recevrez aucune visite. Il peut y avoir un petit patelin, un petit parti là-bas avec quelques sympathisants, quelques militants, mais c'est tout. Ce n'est pas une régression? Je ne pense pas que c'est une régression. Rapport Je ne pense pas. Par rapport, bien sûr, par rapport au passé. Au passé, ça dépend. Les années 50, les années 60, oui. Mais le mouvement national, tu sais, les maharajanats du mouvement national, les cellules du mouvement national, le travail du mouvement national était immense. Était immense à l'époque. Était immense, et puis il n'y avait pas de la concurrence. Tandis que maintenant, nous sommes en plein analphabétisme politique. Exactement. Je pense qu'il y a un déficit d'opinion publique. Ce n'est pas... C'est comme en religion, il y a un déficit de connaissances religieuses. C'est-à-dire que le marché, quel que soit maintenant, on voit que le marché des biens religieux est très développé. Cassettes, vidéos, chaînes satellitaires, livres, presse, etc. Mais en dépit de ça, notre enquête sur l'islam au quotidien révèle que 40 ou 50% ont un déficit énorme en connaissances religieuses. Et le prix croît, mais dès qu'il s'agit de connaissances religieuses, on a posé des questions très simples sur les califes, sur les 4 rites, les madahib, et les gens ne savent pas. Donc ce n'est pas uniquement dans le domaine politique, mais c'est également dans le domaine religieux. Il y a un déficit de connaissances, il y a un déficit disons, d'un savoir qui est au-delà des pratiques, au-delà du vote et au-delà des choses relativement simples que les gens peuvent faire de façon très simple. Il y a un chiffre réjouissant. Quand il s'agit de l'avenir du pays, les Marocains sont plutôt optimistes et confiants. Un bon chiffre, 64%. Mais on découvre après qu'ils sont 56% à vouloir immigrer. Ouais.
C'est contradictoire, Je ne pense pas que c'est contradictoire, mais je ne pense pas non plus que c'est cohérent. C'est parce qu'on compare deux situations différentes. La première, Qu'est-ce qu'ils pensent de l'avenir? qu'est-ce qui se pense de l'avenir d'un pays, pas d'eux-mêmes. Donc le pays, on peut être confiant dans l'avenir, mais on peut se dire également que moi, je n'ai pas ma place dans ce pays-là. C'est pas contradictoire, puisque ceux qui partent reviennent quand même régulièrement. Il revient souvent. Donc il y a une forme d'optimisme Exactement, quand il même. revient souvent. Ils se disent tout simplement que, parce que là, on est en train d'évaluer ou de poser une question sur une trajectoire individuelle, pas sur une question. Donc il est très difficile de comparer les deux. On pouvait s'attendre, ça c'est le sens commun, à ce que les gens qui émigrent disent le Maroc c'est mauvais. Donc C'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et les enquêtes servent à ça, donc à casser un peu ces préjugés, ces raccourcis un peu. On apprend beaucoup de choses sur l'identité des Marocains. La question qu'on posait au début de cette émission, c'est quoi les Marocains? Les questions sur l'identité, quand on demande aux Marocains de se définir, ils avaient le choix entre plusieurs variables, entre plusieurs données de l'identité, marocains, musulmans, africains, maghrébins, etc. Et ils ont été notés de 1 à 10. Alors, musulmans et marocains, c'est 8 sur 10. Donc la majorité, pour définir la marocanité, ils la définissent par la marocanité et par l'islam. Et l'islam. L'arabité vient en second, avec 7 sur 10. Les Marocains sont arabes, 7 sur 10. Amazirs, ils sont 5,8. Oui. Ou 6, je ne me rappelle plus. 5,8. Bon, vous avez les Parce que j'ai pris des notes. Maghrébin, ça tombe encore 4,6. Et africain, 3,6. Oui. Votre commentaire? Alors, premièrement, sur la manière de poser la question. Avant, on posait la question de façon exclusive, qu'ils choisissent entre marocanité, islamité, africanité. Et on trouvait que ce genre de questions, parce que les gens peuvent choisir plusieurs identités. Et donc, ce système... Là, c'était exclusif. Voilà, non, ce n'était pas exclusif. Donc, ils pouvaient noter... C'était cumulatif. Cumulatif. Donc, noter les six identités, donner une note selon la valeur qu'ils accordent. Alors, si je suis arabiste, je donnerai 10 sur 10, par exemple. Si je me sens d'abord marocain... Voilà, marocain amazigh, je donnerai 10 sur 10 à ça. Et donc, ça, c'est la moyenne des 1000, des 1000 réponses que vous avez données. Islamité et marocanité, à la limite, c'est ancien. Le nationalisme a combattu pour ça, donc on est encore dans l'idéologie politique ancienne, etc. L'arabité, ça a un peu régressé. Oui. Ça a un peu régressé parce que 7%, et même dans... C'est l'Irak, le Moyen-Orient. On n'a pas... C'est surprenant quand même. C'est surprenant. Ce qui est également surprenant, mais agréablement surprenant, c'est que la dimension amazigh vient quand forte. même, elle est relativement forte. Oui. Surtout si on la compare avec, disons, le recul, ou disons sa profondeur historique, parce que c'est 3-4 décades que le mouvement amazigh a commencé à réclamer que... Et c'est un exemple, si vous permettez, c'est un exemple pour montrer que la valeur peut rester, la nation marocaine, la patrie marocaine, le pays marocain peut rester, mais le contenu de la valeur peut changer. Je peux toujours valoriser la nation, mais la valoriser d'une autre manière. C'est-à-dire dans sa diversité. Dans sa diversité, en incluant... Dans ses composantes. Dans ses composantes, etc. Et c'est exactement, et c'est la même chose pour la solidarité. On peut valoriser la solidarité, mais le contenu et les formes de la solidarité peuvent changer. La Twiza, personne n'en parle. Mais ça ne veut pas dire que les ruraux ne sont plus solidaires, mais ils ont trouvé d'autres nouvelles formes. La famille également. La famille est toujours valorisée, mais ce n'est plus la famille étendue, c'est la famille nucléaire, etc. Donc on peut voir qu'il y a une constante dans la valeur en elle-même, mais pas dans ses formes et pas dans ses manifestations. Si Hassan Rachiq, on va parler de vous, quitte à bousculer un peu votre modestie, votre itinéraire. Vous êtes un sudiste, vous êtes du Souss. Pas sécessionniste, parce que le mot sudiste, il a une histoire. Au sens américain, il au a une sens histoire géographique. Oui. Donc, Tsagoudant, le sud de Tsagoudant,
un père frais, Oui, une famille de lettrés, oui, la mère du même milieu. oui. Une distinction, le père avait refusé d'être talab mshrat, c'est-à-dire une sorte de fonctionnaire de la communauté. Mhm. C'est une forme plutôt de rébellion Oui. ou C'est- d'autonomie. C'est une forme d'autonomie plutôt. Donc, Mhm. c'est une recherche de l'autonomie, d'après ce qu'il m'a expliqué. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que je prépare un livre Mhm. sur le temps de mes parents. Donc, Ah, depuis longtemps, je reprends, je réchauffe, je refroidis, je réchauffe depuis 93, depuis 89. Mais je vais le terminer. vous racontez l'histoire? Leur temps, oui. Ah, Leur temps, le temps de mes parents. Et donc, c'est-à-dire l'époque. c'est à l'occasion des conversations avec mon père que j'ai appris ça. Et donc, c'est une autonomie par rapport à la communauté, parce que la communauté exige, quand il passe un contrat avec l'offrier, il y a des exigences et lui. Il y a certainement un rapport avec l'autonomie de l'universitaire et du chercheur Je et sais de pas, l'anthropologue. je ne crois pas dans les gènes, Mais il y a dans les il y a de transmissions l'héritage. héréditaires. Oui, maintenant, la socialisation, c'est autre chose. Donc, quand on voit que son père, il est relativement fier, il n'accepte pas d'être humilié, bien sûr. C'est un modèle pour moi. Ma mère également, c'est un modèle pour moi. Oui, c'est possible. Et je continue sur l'itinéraire du père parce qu'il est intéressant. Il émigre vers Rabat, où il est commerçant, 54, oui, 1954. dans le textile, dans le vêtement. Et ensuite, il émigre de nouveau, enfin il émigre. Il bouge, il va à Casablanca, il est C'est employé. l'immigration. Oui, c'est l'immigration. Il va à Casablanca et il est employé d'une compagnie de transport. Exact. Voilà. Et vous, vous êtes né au Bled Oui, en 1954 oui. et vous avez grandi à Casablanca. Casablanca. Là, Ça, c'est à Casablanca. c'est à Casablanca, C'est à Casablanca. c'est quel âge? 5 ans. 5 ans. 5 ans. L'école, assez tôt, Très tôt. très tôt. Très tôt. Ça, c'est la volonté paternelle. C'est à l'âge de 3 ans. 3 ans. 3 ans. À l'âge de 3 ans, je m'en Alors, me souviens, à l'âge de 3 ans. L'école, c'est Deb Sultan, non? L'école, c'est Dermoulay Sherif. Mhm. C'est un nom maintenant connu. Hein. Mhm. Enfin, Et il y avait un gosse C'est qui Deb était avec vous déjà, il s'appelle Mohamed Tozi. oui, ça, c'est plus tard. C'est plus tard, C'est c'est plus tard. cette école-là. 1969. Ça, c'est l'école, c'est le collège. C'est le collège Ibn Zaydoun à Ibn Aïn Zaydoun. Chokr, oui. Et on reconnaît Tozi Oui, au milieu, à droite. bah, il est ici. Il est là. Oui. Moi, Et je vous, suis vous ici. êtes là. Oui. Là, vous êtes un peu rebelle hein, quand vous étiez gosse. Non? Oui, mais si on vous a dit ça, oui. Oui, rebelle, oui. Pourquoi? Parce que j'avais une certaine, disons, une certaine conception de ce que je peux faire, de ce que je suis. J'étais un étudiant studieux. Donc, pour moi, l'enseignement, je voyais très loin. Donc, je ne me voyais pas avec un bac, etc. Donc, je me voyais déjà Vous étiez très ambitieux. loin, ambitieux. Et il y a des enseignants qui te cassent. Ah, Donc, j'étais pas rebelle avec le monsieur Wadi, là, qui était là, qui était très gentil, et qu'on travaillait avec lui. Monsieur Wadi, s'il nous écoute, s'il y a un parent à lui qui nous écoute, donc je n'étais pas rebelle avec cette personne et avec d'autres. c'est un sentiment d'injustice. Il y a un sentiment d'injustice quand un prof vous dit vous n'allez pas réussir. Ah, Bon, vous avez, français. Français. Vous avez deux situations. Soit dire oui, je ne vais pas réussir, soit lui dire ben, écoutez, non, je vais réussir. Et j'ai réussi. Et la scolarité était dure quand même. Très C'était un dur. combat. Très, très dur. Parlez-en, parce que je crois qu'on a oublié tout ça. Oh, le plus dur, donc on ne va pas tomber dans le misérabilisme, oui. etc. Bon, etc. Vous avez ramé. Le plus dur, c'est l'environnement scolaire, qui était trop faible pendant les années 60. Et donc, la chose que je raconte souvent à mes enfants, parce qu'ils ont tous les dictionnaires, ils ont l'Internet, etc. Je leur ai dit, bon, écoutez, moi, en 1966, j'avais pas de dictionnaire et j'avais, je ne sais pas, 2 dirhams ou 1 dirham 50 dans ma poche et j'étais allé à Al-Qoréa au souk de Qoréa, qui était pas loin de chez nous, et je tombe sur un dictionnaire. Je l'achète, mais c'est un dictionnaire qui commence avec la lettre B. Et donc, comment on peut
étudier. Alors que moi, j'ai encore de la chance parce que j'avais un père qui était lettré, qui m'aidait. Bon, j'étais très, très, très fort en arabe. J'avais tous les prix en arabe grâce à mon père. Mais l'environnement, quand il s'agit des maths, et le quartier également Donc, était indigent, le quartier était indigent de ce point de vue, ce n'est qu'après les années 60, après 70, grâce à la maison de jeunesse, que l'environnement s'est un peu diversifié, qu'on avait accès à une bibliothèque. Ça, c'est la maison de jeunesse. Ça, c'est la maison de jeunesse. Et je suis redevable à cet environnement parce que c'est là où j'ai appris à dialoguer, c'est là où j'ai appris à écrire, c'est là où j'ai appris à converser, dans le théâtre, etc. La Cinémathèque a joué un rôle. Le ciné-club. Le ciné-club, pardon. Ah oui, Là, c'est votre carte. Oui, à c'est la- un à gros Zaïm. divorce. On peut voir 5 dirhams, j'ai donné 5 dirhams, et puis on me doit encore 5 dirhams, pour vous donner un peu. Pourquoi on vous doit? Parce que j'avais pas l'argent. Ah, d'accord. C'était 15 dirhams l'année. Ah, d'accord, d'accord. Donc 15 dirhams l'année, mais j'avais pas les 15 dirhams, donc j'ai donné 5 dirhams, et puis il y a 5 dirhams. Donc, je rappelle rapidement votre cursus. Oui, Le bac au lycée Moulay Abdallah. oui. Ensuite, droit, Sciences Po et un doctorat en Sciences Po avec une connotation anthropologique. Oui. Et c'est là où vous bifurquez. Oui. C'était sur le sacré. C'était sur le sacré, Bien. le sacrifice, oui. Pourquoi l'anthropologie? D'où vient la vocation? Alors, je vais répéter une chose que je répète souvent à mes étudiants et à mes collègues également. Bourlinguer? Oui. On a demandé à Evans Pritchard, qui est un grand... qui Evans Pritchard, Oui. un grand anthropologue britannique, on lui a demandé comment vous êtes venu à l'anthropologie, qu'est-ce qui vous a motivé, poussé, etc. Et il leur a dit, je voyage. Et moi, j'adopte cette Et là, c'est cette un de vos réponse. voyages. Ça, c'est mon premier voyage avant de devenir anthropologue. Avant de devenir anthropologue, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Vous êtes à droite, À droite, oui, ici. chevelu. C'était, enfin, je suis resté trois mois quand même, avec au départ 150 dirhams à la poche. Et je suis redevable également à mon père parce qu'il a sacrifié un salaire pour m'envoyer là-bas. Et il avait confiance en moi, donc. Le Pascon a joué un rôle, Paul Pascon. Oui, beaucoup. Là aussi, vous Ça, êtes là c'est- sur une photo à l'extrême Oui. droite. Ça, c'est mon premier terrain. Et Mon Paul premier Pascon, je là-bas. Oui. Et puis il y a Mohamed Touzi, Mohamed Touzian. il y a Najib Rachida, Abdelilah, Abdrahim, Mohamed Mahdi, C'est- et c'est- Hassan Rachid. Il c'est- y a trois rescapés. Trois, Mohamed Mahdi, Touzi et moi-même. Ce groupe a joué un rôle important. Oui, très important. Moi, je dis toujours, enfin, je vais le répéter, ce n'est pas à l'université qu'on devient anthropologue. La formation universitaire, elle est primordiale, il est indispensable, donc on ne peut pas s'en passer. Mais sur le terrain, ce que j'ai appris, ce que nous avons appris avec Paul Pascal Ce groupe. et avec ce groupe, moi, l'apprentissage par... Ça a été essentiel. Oui, c'est l'apprentissage avec les pairs, PAIR. Mhm. L'apprentissage avec les pairs est meilleur. Et je conseille toujours ça à mes étudiants. Vous pouvez apprendre avec vos pairs beaucoup plus que vous pouvez apprendre avec nous. Une curiosité, pourquoi vous n'avez pas milité? Pourquoi vous n'êtes pas intéressé à la Si, j'ai politique milité. dans ce groupe? Dans ce groupe, j'ai milité. Bon, À votre manière. À notre manière. Vous savez, quand on choisit le rural, quand on choisit des pratiques religieuses marginales, quand on choisit les nomades pour travailler sur les nomades, et quand on passe 3 ans, une dizaine d'années dans un village, dans 3 villages dans le Haut-Atlas, si ce n'est pas du militantisme scientifique, Mais pourquoi cette voie? ben, cette fois parce que j'aime voyager. Hein. Alors, Et parce que les concours de circonstances ont voulu qu'il y ait Pascan, il y a d'autres, bien sûr, il y a Paul Pascan, il y a d'autres qui nous ont... Il y avait, vous savez, à 78-77, il y avait au moins 3 ou 4 voies. Il y avait le journalisme, j'ai écrit à... Je ne vais pas l'appeler, ils ont... la Malif. Pas à la Malif, mais bon, c'est pas grave, c'était... Bon, je vais le dire, Midien. Ah. Il venait de commencer, donc... regret, donc j'aurais pu être journaliste, voilà, donc c'est un concours de circonstances. Et deuxième, j'aurais pu être réalisateur cinématographique. Je ne le suis pas devenu. Donc il y avait, à chaque fois, il y a 3 ou 4 voies, et puis tu choisis une, il n'y a pas, rationalisé On va là-dessus. quand même mentionner très rapidement vos travaux parce qu'ils sont importants et pas toujours très connus parce que vous êtes très modeste. Le sacré et le sacrifice au Moyen Atlas, au Atlas, pardon, c'est
C'est la photo de l'enquête? C'est la photo d'enquête, ça c'est dans le Haut Atlas. Là, je suis resté de 82 à 92, 93. Le travail date de 90. De 90, il a Oui. été publié en 90. Oui, Ensuite, le sultan des autres, oui dans le Haut Atlas. dans la même région. Les autres, c'est Jnoun. C'est les genoux. Oui. Oui. C'est le rituel et la maintenant, politique. On est plus moderne, on peut prononcer ce mot sans rien craindre, alors que les gens, vous savez, ils ont des euphémismes pour les... Ils sont édités au Maroc. Ils sont les deux édités au Maroc. Comment rester moderne? C'est de 2000. Nomade. Non, Matt, pardon. J'ai écrit moderne, ça doit être un lapsus. Bon, je vais écrire ce livre. C'est un projet. Ça, c'est J'imagine. les nomades, oui. Voilà. Et oui, c'est vrai, ce n'est pas des modernes. Ouais, c'est sur la manière dont les nomades ont modernisé leur production pastorale. Donc, ça, c'est 89-92, entre 89 et 92. Un livre qui compte, symboliser la nation, genèse de l'identité marocaine, Oui, c'est de 2004. oui, c'est important pour un peu un regard anthropologique sur la jeunesse du nationalisme, sur la jeunesse de l'idée de la marocanité, sur la fête du trône et sur les emblèmes, les nouveaux emblèmes de la nation marocaine. Le costume, la fête du trône, etc. Et le dernier livre avec Tozi El Ayadi, c'est l'islam au quotidien, tout récent, fin 2007. Oui. Là, une photo avec un grand anthropologue. Oui, Clifford Geertz, Oui. décédé en 2006, 2007, 2006, 2007. C'est de quelle date? Ça, c'est 2000, c'était à Safro, à l'occasion de son hommage. C'est l'année 2000. Enfin, c'était un hommage. C'est un gros monsieur qui a produit des études très intéressantes sur le Maroc, sur l'Indonésie, très très intéressantes. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est Hassan Rachid. Quel est le regard que vous jetez sur le Maroc? Comment vous voyez le Maroc d'aujourd'hui, en tant qu'anthropologue, en tant que chercheur? Est-ce que le Maroc est sur la bonne voie? Ah, écoute, s'il y a quelqu'un qui peut vous dire qu'est-ce que c'est que la bonne voie, donc... Est-ce que vous êtes optimiste? Très optimiste. Très optimiste. Moi, je choisirais le dernier événement d'IFNI pour un peu expliciter mon point de vue. Et donc, en tant que citoyen, à chaque fois, on a l'impression, un jour, que les choses vont très très bien. Donc, bien sûr, ils vont très bien. Donc, une liberté de temps de la presse. Les chantiers. Voilà, de grands chantiers, une culture politique qui s'installe même difficilement au niveau de la société civile, ça va venir au niveau des partis politiques, etc. Donc il y a beaucoup de signes depuis les années 90, Et les années 90. On a ça, et puis... C'est-à-dire l'explosion. Il y a une société civile à IFNI, etc. Matraquage. Et puis, on a des images qui nous rappellent un passé qu'on aurait pensé enterré à jamais. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'avant, il y avait ce passé-là, il y avait le blackout sur la formation, qu'on ne sait rien, alors que maintenant... On sait ce qui s'est passé, on peut le savoir. Passe, et puis il y a un magnifique rapport de l'EMDH, très, très, très posé, informatif, et d'autres rapports, bien sûr. Il y a une couverture médiatique. Il y a le Parlement qui s'en est saisi. Le Parlement, etc. Donc ça... Et donc, il y a les deux. Il y a les deux. Et il y a des pas en avant, mais il y a toujours des résistances. C'est-à-dire qu'il y a un dynamisme. Il y a un dynamisme, et c'est tout à fait normal. Donc, il est très difficile. C'est une évolution en dents de scie. Exactement. Donc, ce n'est pas une ligne rectiligne, ce n'est pas une voie, c'est un labyrinthe en zigzag. Et personne ne peut dire, bon, voilà, la bonne voie. Donc, il faut attendre. Quelle est la valeur qui nous manque pour que nous soyons sur la bonne voie? Et ça sera ma dernière question. La valeur qui nous manque. Peut-être la compétition. Pas la justice, pas l'égalité. La compétition, pour qu'il y ait compétition. La vraie compétition, il faut égalité. Il faut l'égalité des chances et la justice. Mais je pense la compétition comme, disons, valeur centrale. Ça, je pense, ça nous manque. À l'université, surtout. Merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin, mais on va sacrifier un petit jeu que vous connaissez bien, si vous avez regardé cette émission. Oui, je la regarde fréquemment. Le portrait chinois, l'auto-portrait chinois. Très bien.
Hassan Rachir, si vous étiez un arbre? L'olivier, sans le sousse. hésitation. C'est le sousse. C'est mon enfance. Un pays? L'Italie. Ah, pourquoi? Ben, écoute, j'ai un faible pour ce pays. J'ai un faible pour son cinéma. J'ai un faible pour la musicalité de... Et j'ai un faible pour le pays, je l'ai visité, pas assez souvent, pas comme l'Espagne, le Portugal ou la France. Mais c'est un pays... La joie de vivre? Oui, la joie de vivre. La combinazione? Oui, la combinaison. Et puis, quand tu es là-bas et puis que quelqu'un t'invite et tu restes une semaine chez lui, ça Une m'est arrivé. civilisation? Pardon? Ça m'est arrivé uniquement en Italie. Ça t'arrive jamais. Il y a des collègues que je connais dans d'autres pays, que je connais depuis une vingtaine d'années, j'ai jamais visité leur maison. Une civilisation? Ben, la civilisation grecque. Pourquoi? C'est personnel, parce que dans mes travaux, chaque fois que je creuse une question, il me faut faire un saut chez les Grecs pour voir comment ils ont traité la question. C'est la mère des civilisations. Je travaille sur l'éthique, je travaille sur la politique, je travaille sur la religion, je travaille sur le sacré, sur le sacrifice. La Et Grèce. à chaque fois, je suis obligé d'aller visiter. Un peuple arabe? Le Liban. Ah, c'est la deuxième fois qu'on aura entendu ça dans cette émission. Pourquoi le Liban? Vous enseignez là-bas à l'occasion? J'ai enseigné entre 2004 et 2007. Pourquoi le Liban? Ben, Les Libanais? Les Libanais, parce que d'abord, par rapport à tous les pays arabes, la modernité a commencé très tôt. Donc c'est le 19e siècle. Les choses qui se sont passées au 19e siècle, une université comme l'université Saint-Joseph qui a été fondée en 1800 quelque chose, donc c'est impensable dans un autre pays arabe, en tout cas à ma connaissance. Et puis c'est un petit pays, démographiquement, un petit pays géographiquement, donc c'est d'ici à Marrakech, donc il faut imaginer un pays d'ici à Marrakech, donc à 240 km, on aurait fait le Liban, mais avec une diversité religieuse, une diversité intellectuelle qui est très, malheureusement, sur le plan politique, ça achoppe toujours. Mais peut-être ça achoppe toujours à cause de cette diversité, parce que l'unanimité, le consensus politique tue souvent la politique. Une cuisine? La française. Ah. C'est un cliché, mais bon. Un cinéma ou un cinéaste? Un cinéaste, j'hésitais entre l'intellectuel et... Enfin, l'intellectuel, la raison et l'émotion. Donc je dirais Federico Fellini pour Fellini? l'intellectuel, Federico Fellini. Et pour l'émotion, c'est Charlie Chaplin. Ah. C'est Charlie Chaplin. Vous avez trop de qualités, on va chercher les péchés. L'un des péchés capitaux? Je dirais défaut. je suis têtu. D'accord, on ne va pas appeler ça péché. Défaut, la colère. La colère? Oui. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez voulu que je vous posasse? L'enseignement. C'est-à-dire? C'est la partie également qui est très intéressante dans ma carrière, c'est l'enseignement, c'est mon métier d'enseignant. C'est Hassan Rachir, merci beaucoup. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos critiques, vous connaissez l'adresse, mais encore @2m.tv. Et bonsoir.